Bienvenue, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire intitulé Pourquoi le Covid est une opportunité d'accélérer à l'international. Alors, il s'agit du troisième et dernier webinaire consacré à l'intelligence commerciale. Nous avions vu à travers les précédentes sessions les différents changements induits par le Covid dans les politiques commerciales des entreprises. On a parlé de pas mal de choses. On a parlé donc des projets de création d'entreprises, comment on partait à l'export. Et on a parlé aussi du commercial 3.0. Et aujourd'hui, on va revenir vraiment là sur le sujet qui va nous intéresser, c'est la vente à l'étranger, l'export. Alors c'est vrai que ce sujet intervient un peu à rebours des pensées toutes faites. On pourrait penser dans l'imaginaire collectif que le Covid a freiné les ardeurs de la conquête des marchés à l'étranger. Elle a aussi freiné l'internalisation des échanges. Alors c'est en partie vrai, effectivement, sur le début de l'année 2020, avec les différents confinements généralisés d'un pan à l'autre bout du globe. La difficulté de s'approvisionner, on a vu, il y a eu l'annulation des salons, les déplacements non autorisés. Bref, beaucoup de difficultés finalement d'exporter. Et la question aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que la crise sanitaire a été finalement le facteur X de nouvelles manières de concevoir l'export? Et d'ailleurs, très tôt, déjà en juin 2020, il y a une étude de Kantar menée pour Business France auprès de 304 PME et ETI exportatrices. Et 70% d'entre elles considéraient déjà en juin 2020 que l'export représenterait une source de croissance pour sortir de la crise. Alors, qu'est-ce qui a changé dans le monde d'après? Tout simplement, le Covid, vous l'auriez remarqué, a fait bouger les lignes. Elle a fait bouger les lignes. Le Covid a fait bouger les lignes, notamment la digitalisation, le boom de l'e-commerce. Ça a été aussi cette crise a été propice à de nouveaux rites, de nouveaux codes poussés par la dématérialisation des échanges. Alors, je fais référence, on pourrait parler de la téléprésence, les technologies immersives, la signature électronique, en moindre mesure aussi, mais aussi le boom des cryptoactifs. On a vu la levée de fonds de Ledger dernièrement. Donc, beaucoup de choses sont, voilà, les lignes ont bougé. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup quand même d'opportunités à saisir à l'international, notamment sur la décennie à venir, car contrairement aux idées reçues, cette crise augmente le potentiel d'internationalisation des entreprises. Elle accélère radicalement, on l'a vu, la digitalisation de la prospection, la distribution et les échanges interprofessionnels. Elle rend aussi désormais possible les stratégies d'internationalisation accélérées. Donc, à toute crise, il y a quelque chose d'heureux, à tel point que, selon le think tank La Fabrique de l'exportation, qui s'appuie sur les recherches et les recommandations de nombreux chercheurs en commerce international, la période 2021 et 2030 va ouvrir un nouveau chapitre dans le commerce international. Alors, de très nombreuses opportunités de croissance, on va le voir. Et puis, il y a aussi une seconde réponse qui était déjà présente, une réponse institutionnelle avec Team France Export qu'on va présenter tout à l'heure et les nombreuses aides financières qui existaient et qui ont été renforcées, voire augmentées dans le plan de relance. Alors, pour rappel, Team France Export, c'est un peu le guichet unique des entreprises pour se lancer à l'export. Il y a cet organisme concentre à la fois BPI, la CCI et Business France. Elle est là pour répondre au questionnement de l'entreprise pour aller à l'international et aussi elle a transformé ses méthodes d'accompagnement de manière très ciblée pour des filières avec des diagnostics individualisés. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec Elodie Foster de Team France Export qui va nous présenter un peu le fonctionnement de cet organisme et également ce qui a changé aujourd'hui à l'heure du Covid. Alors, c'est peut-être le moment de présenter nos intervenants. Elodie Foster, donc bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour Christophe. Merci pour cette introduction. Alors, je vais faire une petite description un peu de Team France Export. Tu compléteras si besoin. Bien sûr. Donc, tu as rejoint la Team France Export à la CCI 92, donc basée à la Défense, en juin 2020. Voilà, tu as, au cours de ta carrière, acquis de solides compétences sur les projets export. Tu as pas mal voyagé, tu t'es spécialisé dans le secteur des services et des technologies de pointe et tu connais les pays du Nord, de l'Europe et des États-Unis. Voilà, tu maîtrises donc le code des affaires, les codes culturels de ces différents pays.
Donc, Team France Export, c'est quoi exactement? Donc, brièvement, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le rappelle, c'est un réseau de bureaux basés à l'étranger, voilà, qui sont des relais de proximité mis à la disposition des entreprises françaises. Les équipes peuvent donc continuer à prospecter, soutenir le service export d'une entreprise, évidemment sans se substituer à celui-ci, mais il s'agit véritablement de faciliter les mises en relation avec les contacts locaux. Donc, tu reviendras là-dessus. Et puis, Stanislas Léridon. Bonjour Stan. Bonjour Christophe, bonjour Elodie, bonjour à tous. Président directeur général de Dotscreen. Donc, tu es sur Boulogne-Billancourt. Tu as confondé en 2011 cette société, donc Dotscreen, que tu considères comme l'agence tout écran qui conçoit et développe des applications télé vidéo sur tout type de terminaux. Donc, c'est la télé connectée, c'est les décodeurs télé, les consoles de jeux, voilà, toute la convergence numérique, les objets connectés. Tu as travaillé donc pour les médias, tu as travaillé pour les télécoms et auparavant, tu as été directeur Internet et nouveaux médias de France 24. Voilà, donc tu as travaillé, tu as gravité dans ce monde-là. Donc, je te remercie d'être parmi nous pour un peu nous parler de ton expérience à l'export et on reviendra tout à l'heure, tu nous témoigneras un peu de ce que tu as vécu avant, puisque toi, tu es déjà implanté à l'export depuis un petit moment et aujourd'hui, comment tu vois les choses, en tout cas depuis 2020. Et puis, bon, je présenterai tout à l'heure Mathieu Hauser qui nous rejoindra. Il a eu un impératif, il nous rejoindra vers 9h45, qui est le président fondateur d'Orix Data, qui est une start-up et qui lui vient de s'implanter à l'export, justement, sur différents marchés. Donc, il a créé sa start-up donc, très récemment, en 2019. Donc voilà, il va se servir un peu de tout ce qui se passe en ce moment au niveau des énergies renouvelables et il a créé une solution qui va permettre de détecter à distance la maintenance des outils industriels. C'est la maintenance évidemment et c'est repérer l'obsolescence. Donc quelque chose d'assez universel au final et il va nous parler de ça et de son expérience également. Voilà, je ne serai pas plus long. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas par chat ou en bas de l'onglet Q&R. Donc, on y reprendra bien volontiers. Moi, je suis là pour animer. Et je laisse la parole à Elodie. Voilà, Elodie, je te lance un peu et je te dis juste la question en fait que tout le monde aimerait savoir. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est pourquoi aujourd'hui, en fait, le Covid est plutôt salutaire pour partir à l'international malgré ce qu'on pourrait penser. Et est-ce qu'aujourd'hui, le Covid ne donnerait pas tort finalement aux profondeurs de la mondialisation, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'internationalisation des échanges n'est pas freinée. Je dirais qu'elle a tendance à augmenter. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer, toi, ton ressenti, ce que tu vois avec les entreprises et ce que tu fais avec Team France Export? Très bien, merci, merci Christophe. Donc effectivement, je vais lancer une petite présentation que je vais vous partager. Donc voilà, une slide qui parle effectivement, alors pourquoi et comment l'export peut être un levier de croissance. Tout d'abord, j'aimerais revenir brièvement sur pourquoi est-ce que exporter est une bonne idée. Tout d'abord, je dirais que c'est prendre conscience pour une entreprise de ses véritables atouts. C'est vrai que c'est se frotter déjà aux marchés internationaux pour améliorer sa solution sur les marchés français. On va être très vite confronté à des entreprises qui existent déjà sur d'autres marchés. Puis en fait, on va revoir sous un autre angle son offre. On va pouvoir rencontrer des concurrents et améliorer sa compétitivité. Donc, ça va être un très bon exercice pour renforcer toutes ces compétences sur le marché français, sur le marché d'origine. C'est gagner en argument lorsque l'on va démarcher des marchés à l'international. C'est vrai qu'on doit être très affûté. À la Chambre de commerce, nous proposons des formations régulières au pitch parce qu'on doit en 3 minutes en anglais convaincre des interlocuteurs. Et donc, on va pouvoir tout de suite être plus performant.
Et puis, ça va être aussi une occasion d'échanger avec des pairs, des entreprises qui travaillent dans le même secteur d'activité, et puis également se nourrir de toute cette énergie. Ces échanges vont être très, très importants pour les entreprises, pour gagner en confiance. Donc, l'export des entreprises, donc la Team France Export existe depuis 2018. C'est, comme l'a dit Christophe, un guichet unique qui rassemble 3 entités, les chambres de commerce, Business France et BPI. Donc, en 2019, on avait un total de 129 200 entreprises exportatrices sur un total de 2,7 millions d'entreprises en France et les 1000 premiers exportateurs français qui réalisent 3/4 des parts des exportations françaises. Donc, c'est vrai qu'on a une part à travailler en France qui est cette exportation des PME et ETI françaises qui doivent oser à l'international. Donc, on a déjà, depuis 2018, une augmentation de 3800 entreprises qui se projettent à l'export. Et en 2019, on a les premiers résultats de la Team France Export avec 732 nouvelles entreprises à l'international. Donc, la croissance du chiffre d'affaires export des PME et ETI françaises en 2019, projetée par la Team France Export, est 2 fois plus rapide que la croissance des entreprises projetées. Donc, c'est vrai qu'on a une possibilité d'aider et d'augmenter grâce à ces entités, ces trois organismes, la part des entreprises françaises à l'international. La crise Covid a frappé donc, la France au mois de mars 2020 et c'est vrai que les frontières étant fermées, la crise qui s'est d'abord déroulée en Asie a frappé l'Europe et le reste du monde. Et c'est donc les entreprises françaises ont commencé à se démarquer et à continuer à travailler à l'international. Donc, c'est en septembre 2020, donc pour réagir effectivement à cette crise export, que le gouvernement français a lancé le plan de relance export. Le plan de relance export, c'est donc destiné aux entreprises pour permettre justement d'accélérer à l'international et de gagner de nouvelles parts de marché. Donc, le plan de relance export, c'est concrétisé par la mise en place de chèques relance export permettant de financer des prestations réalisées par Business France et ses partenaires. Également, la mise en place des chèques relance VIE pour permettre l'emploi et le recrutement de VIE à l'international. Donc, tout ce dispositif permet effectivement aux entreprises d'accélérer à l'export et d'être plus performantes. Donc, cet accompagnement, il se concrétise par effectivement un accompagnement par les chambres de commerce et un accompagnement par Business France qui permet aux entreprises de se projeter à l'export, de se renseigner sur les marchés à l'international et de gagner de nouvelles parts de marché. Ou tout simplement aussi, peut-être dans un premier temps, déjà de se renseigner et de pouvoir démarrer une activité à l'international. Donc, les chèques relance export, c'est un dispositif qui va se terminer là à la fin du mois de décembre 2021, qui est un dispositif assez simple, qui est mis à la disposition des entreprises françaises et qui permet de financer une partie des prestations. Donc, c'est vrai que c'est une aide pour les entreprises pour véritablement démarrer quelque chose tout en n'ayant quand même pas un investissement financier trop important. Il y a également la BPI qui propose un nouvel accompagnement qui est l'assurance prospection accompagnement, qui permet de libérer des budgets moins importants que l'assurance prospection classique et de démarrer une activité à l'export tout en étant accompagné par Business France. Donc là, ici, vous avez sur cette slide une explication déjà du dispositif
et des différentes aides proposées par la Team France Export. Donc, à la fois des chèques relance en fonction des différentes prestations proposées, donc qui peuvent aller entre 1 500 € jusqu'à 2 500 € pour les salons. Alors, pour les salons, cette année, c'est effectivement peu de salons qui ont pu avoir lieu. Nous avons quand même essayé de digitaliser, lorsque c'était possible, bon nombre de salons qui ont permis aux entreprises, grâce au numérique, de continuer justement à saisir de nouvelles opportunités à l'international et de continuer de prospecter malgré cette crise qui effectivement empêchait tout déplacement à l'export et puis tout déplacement à l'étranger. Donc, continuer quand même malgré tout, malgré cette crise Covid, à gagner des parts de marché et à être représenté à l'international. Donc là, c'est ça qui vous présente un petit peu la répartition de l'utilisation de ces chèques d'ici le mois d'avril. Donc, c'est vrai qu'il y a déjà de nombreuses sociétés qui ont pu en bénéficier et qui ont principalement utilisé ces chèques pour des prestations dites d'accompagnement individuel. Donc, l'accompagnement individuel, c'est lorsqu'une entreprise est accompagnée pour son propre compte, soit pour retrouver de nouveaux clients et on l'aide à démarcher et rencontrer de nouvelles cibles, ou également faire des études de marché, de positionnement. Et c'est vraiment ce qui a plu aux entreprises, c'est de pouvoir continuer à travailler à l'international, à se renseigner pendant cette crise qui frappait l'ensemble du monde. Donc, l'assurance prospection, c'est vrai que c'est un dispositif qui est indispensable pour une entreprise lorsqu'elle souhaite se développer à l'export. Donc, c'est un dispositif qui est mis en place par la BPI. BPI qui est également donc un volet, qui agit sur tout ce qui est volet financement. Donc, pour le prêt rebond, par exemple, qui était garant pour les banques, et donc qui permet de financer en fait et de commencer par avoir déjà une aide au niveau de la trésorerie de l'entreprise pour se lancer et lancer véritablement des actions à l'export et sous la forme d'une assurance prospection. C'est vraiment un outil très intéressant pour les entreprises qui vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour financer tout ce qui va être véritablement déplacement à l'étranger, recrutement de personnel à l'export également, donc la partie recrutement de personnel, mais tout ce qui va être formation par la suite, parce que c'est vrai que les entreprises françaises ont besoin de cette culture de l'international et de l'accentuer au maximum, parce qu'on disait tout à l'heure que les principaux exports français restent dans de grandes entreprises. Il est vrai que les PME ETI sont très dynamiques en France. Elles osent l'international de plus en plus. On a de très belles réussites export, mais il faut continuer sur cette tendance et continuer à saisir de nouvelles opportunités. Là, pendant la crise Covid, tout le monde a été un petit peu mis, je dirais, à la même enseigne, pas seulement l'Europe avec la fermeture des frontières, mais dans tous les pays. Donc, ça a accentuer effectivement les échanges. Tout ce qui est digitalisation et numérique a pu vraiment prendre toute sa place et toute son ampleur et également mettre en exergue en fait finalement des marchés un peu lointains auxquels les entreprises françaises n'ont pas encore vraiment d'expérience ni vraiment attaqué, comme on peut dire, qui sont les marchés asiatiques et l'Afrique. L'Afrique qui a été très résiliente en fait pendant cette crise Covid et qui va offrir de réelles possibilités pour la relance. Donc, on est en 2021, on commence à voir la crise être mieux maîtrisée, si on peut dire, et on va attendre les entreprises pour la suite. Donc, la relance, ça va être dans les prochaines années des marchés et des opportunités à saisir. Alors que ce soit, je disais tout à l'heure, l'Asie, ça va être des marchés aussi, l'Inde, l'Afrique, donc des marchés plus complexes. Et il va falloir que les entreprises, les PME, puissent former leur personnel, puissent embaucher du personnel compétitif
et bénéficier de tout le soutien de la Team France Export pour justement commencer cette prospection, commencer cette culture vers ces pays un peu compliqués pour se démarquer et pour être présente parce que les concurrents à l'international vont être sur ces places de marché. Donc, il va y avoir de réelles opportunités. Là, je reviendrai sur une slide qui est effectivement ce qu'a proposé par la Team France Export pendant la crise Covid, qui a permis donc aux entreprises françaises de rester en contact avec l'actualité, où il y avait régulièrement des mises à jour de ces fiches marché pour véritablement continuer à savoir vers quel pays on pouvait continuer d'exporter, quels étaient les pays qui commençaient à s'ouvrir. Donc, on l'a vu, hein, l'Asie a été touchée en premier, le reste de l'Europe et du monde ensuite, et donc forcément a été un des premiers pays qui s'est ouvert à nouveau. Donc, il y a eu beaucoup de demandes, nous, à la Team France Export, pour des nouveaux marchés, pour se renseigner, pour commencer à prospecter dans ces zones-là. Alors, juste, Élodie, quels sont les marchés, vous venez de le dire un peu en substance, mais quels sont les marchés vraiment dynamiques aujourd'hui pour une TPE-PME qui souhaite s'implanter alors, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il est préférable au début d'aller un peu pas très loin en Europe parce qu'on est sur le même modèle culturel. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut oser sortir voire plus grand que l'Europe et dire, voilà, je peux déjà commencer par un pays, je parle de Dubaï par exemple, ou Singapour, en se disant que tiens, il y a peut-être plus d'opportunités, c'est plus loin, mais il y a peut-être plus d'opportunités là pour mon marché, pour mon produit plutôt, qu'en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises peuvent changer leur mindset un peu pour dire, écoutez, pas de problème, moi je peux aller en Asie parce que je pense que c'est le pays qui me correspond le plus pour mon produit. Alors, tout à fait, on a effectivement les entreprises françaises, pendant le début, hein, je dirais, la crise, une forte demande, on a eu une forte demande sur l'Europe. Donc, beaucoup d'entreprises voulaient travailler en Allemagne, travailler sur l'Italie, enfin, vraiment avoir plutôt une vision assez marché de proximité, et on n'était plus juste en France. Donc, on avait des demandes sur d'autres pays limitrophes. Et puis, cette dynamique, je dirais maintenant, la crise Covid, avec cette digitalisation, finalement, a ouvert de nouveaux marchés. Je dirais que pour la clé pour les entreprises françaises, ça ne va pas être de rester dans un modèle classique où je dirais on est d'abord fort sur son propre marché national, puis on commence avec les marchés limitrophes, puis on commence à s'internationaliser. Là, il va falloir vraiment être international assez rapidement. Donc, mon conseil, ce serait effectivement que les entreprises n'hésitent pas à avoir dans leur modèle et leur stratégie de développement tout de suite intégrer la notion d'international, la notion d'opportunité sur des marchés export, même lointains. C'est pas parce qu'une entreprise va démarcher le Middle East ou commencer par l'Amérique latine que ça posera un problème, parce qu'en fait, il y a vraiment une notion de marché, vraiment on va parler international, on va parler, par exemple, maintenant, les sites de e-commerce permettent la vente en ligne de produits partout dans le monde. Donc, très rapidement, en fait, on se frotte à des pays où on n'était pas habituellement habitué de commercer. Donc, on a besoin d'être très vite sur des marchés qui paraissaient auparavant difficiles à aborder, plus complexes, je dirais. Donc là, on va avoir en ligne de mire l'Asie, on va avoir l'Inde, on va avoir le Brésil, on va avoir des opportunités à saisir dans ces pays, et il faut vraiment ne pas hésiter à renforcer ces formations en interne ou à même faire des partenariats. Et je dirais que les entreprises ont tout intérêt maintenant à faire un petit peu ce modèle de reach out avec d'autres partenaires à l'export dans d'autres pays et se renforcer elles-mêmes avec l'expertise d'autres entreprises. Et c'est ça qui va vraiment faire la force et la distinction de nos entreprises. Oui, c'est un peu votre rôle aussi, de pouvoir aussi faire un peu ce qu'on appelle de l'export collaboratif, c'est-à-dire par groupement interprofessionnel,
être plus fort à plusieurs et aller démarcher des pays pour pouvoir promouvoir ces services, quoi. Parce que c'est pas un tabou de dire aussi qu'une entreprise, à partir du moment où elle a une proposition de valeur intéressante, peut, dès les premiers stades de la création de l'entreprise, peut envisager déjà l'international. C'est pas tabou de le dire, quoi. On peut y aller. Tout à fait. Il faut oser. Alors, je dirais que dans d'autres pays, parce que j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis et je connais bien ce pays, l'Amérique du Nord, on ose, on est moins frileux. En France, on est plus technique. Donc, on va toujours vouloir être bon et bien s'entourer. Alors, je dirais que ce n'est pas forcément négatif, pas du tout, mais il faut avoir cette petite tendance à dire on est bon, on y va, on croit en nos solutions, on tente les marchés. Et c'est là où les entreprises françaises ont tout à gagner, parce qu'elles ont des solutions innovantes, parce qu'elles ont des chefs d'entreprise. Et maintenant, en France, on est avec des jeunes qui ont l'accès à des formations à l'international. Hein. Toutes les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs proposent des échanges dans les pays étrangers. Rares sont les parcours qui restent vraiment franco-français. Donc, on a un véritable arsenal à notre disposition pour renforcer, et les chefs d'entreprise français l'ont très vite compris, on se lance, on va vers les marchés export, on va saisir les opportunités, on ne se donne pas de frein. Et c'est ça qui va être vraiment important, parce qu'auparavant, on était un peu trop figé dans cet export qui fait peur, dans cet export qui est coûteux. Alors, tout à l'heure, je parlais des dispositifs BPI. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. Et il ne faut pas croire actuellement, grâce au numérique, justement, grâce à tout l'arsenal de visio qu'on en a mis en place, on a pu continuer à prospecter. Donc, la Team France Export a pu continuer à proposer aux entreprises de rencontrer des partenaires à l'étranger et d'entretenir des échanges avec ces partenaires. Alors justement, en synthèse, est-ce que vous auriez des exemples d'idées reçues d'entreprises qui pensent que l'export, par exemple, il y a une telle stratégie à initier? Est-ce qu'il y a des idées reçues à déconstruire? On parle souvent, par exemple, du fait en fait, partir à l'export, c'est cher. C'est vrai d'ailleurs. Est-ce que c'est si coûteux que ça? Est-ce que par rapport au retour sur investissement, on peut dire que c'est coûteux ou pas? Enfin, c'est vrai que finalement, on se dit, il faut quand même partir à l'international, faut mettre du temps à comprendre les rouages, ça veut dire qu'il faut de la ressource humaine là-bas. Est-ce que c'est cher? Est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce qu'on peut, grâce à vous, on peut accélérer justement tous ces process et minimiser les coûts? Oui, c'est vrai que là, on a la possibilité de mettre à la disposition des entreprises le chèque relance export qui permet de diminuer le coût des prestations que l'on propose et de démarrer quelque chose à l'export. Alors, ça va être cher, oui ou non. On ne peut pas non plus dire qu'effectivement, une entreprise qui va vouloir proposer un salon, ça va être gratuit. Non, ce n'est pas le cas. Et il va falloir prendre en compte les frais de déplacement de l'entreprise lorsqu'elle va être présente sur un salon. Ça va être plusieurs jours, mais aussi nous avons toujours les pavillons de France qui permettent une représentation de l'entreprise sur l'îlot français, donc participer à la délégation d'entreprises françaises représentées dans un pays. Donc ça amoindrit le coût de ces salons, parce que si on y va tout seul, tous les frais sont à la charge de l'entreprise. Donc là, ça permet de bénéficier de cet accompagnement. Et c'est vrai que l'export ne doit pas être réservé à des entreprises qui pourraient se permettre d'exporter. Non. Et je pense que dès qu'on va commencer, alors ça peut être soit par un client qui vous amène à l'export. Moi, j'ai beaucoup cette illustration dans les entreprises que j'accompagne, entreprises qui me disent j'ai déjà un client français et bon, avec lui, il a une filiale à Singapour. Donc, j'ai travaillé avec sa filiale Singapour et ça amène une belle histoire parce qu'une fois que l'entreprise va avoir une première référence à l'export, eh bien, elle va pouvoir continuer sur cette tendance-là et continuer à avoir une crédibilité. Donc, et quelquefois aussi des entreprises françaises qui commencent à l'international à avoir de belles références avant de revenir sur le marché français. Ça, c'est aussi intéressant à prendre en compte. On peut avoir ce genre de cas de figure également.
Ok, est-ce que vous avez d'autres idées comme ça, d'idées reçues qu'on pourrait déconstruire Alors, les entreprises, c'est vrai, sont quelquefois. Alors, on parlait de frilosité, on parlait surtout, c'est la crise actuellement. On va se dire, voilà, pourquoi est-ce qu'on est dans une pandémie globale et est-ce qu'on va avoir les reins solides? Est-ce qu'on va pouvoir vraiment. Et effectivement, nous, on a quand même mis à la disposition des entreprises sur le site Team France Export des opportunités à l'international qui sont recensées où l'entreprise peut visualiser directement sur le site des attentes d'acteurs internationaux pour justement positionner son offre. Donc, ça peut être intéressant aussi lorsque l'on n'a pas forcément tout de suite engagé réfléchi une démarche à l'international. On peut très bien répondre à des offres qui sont des partenariats. Et je dirais, il ne faut pas vraiment se mettre de frein soi-même. C'est ça, c'est surtout ça qui est important. C'est vraiment se laisser convaincre que l'export ne peut faire peur, mais c'est là où on aura le plus de chances justement d'être compétitif sur notre propre marché et de continuer d'exister. C'est vraiment là où il faut vraiment avoir conscience de ça. Alors, pour finir, je ne sais pas, Élodie, si vous avez d'autres choses à enrichir par rapport aux différents aux programmes exposés. Concrètement, comment ça se passe quand une entreprise dans le 92 veut démarcher un pays et qu'elle a envie de passer par vous? Comment ça se passe? Alors, très concrètement, moi, ça va, donc on a des conseillers dans toute la France. Hein. Le réseau Team France Export, c'est plus de 250 conseillers de proximité dédiés à l'accompagnement des entreprises. Donc, on est personnellement, je suis donc plutôt sur les entreprises des Hauts-de-Seine dans un accompagnement au niveau des sociétés qui travaillent dans la tech et dans l'industrie. Et donc, c'est facile de prendre contact avec nous. Vous avez la possibilité de cliquer sur le site directement teamfranceexport.fr et d'être recontacté pour avoir accès au dispositif qui vous permettra d'en savoir plus sur toutes nos actions à l'international, sur le volet accompagnement-financement et comprendre et vraiment être main dans la main pour ces premiers pas vers l'international. Très bien. Je vous laisse compléter, Elodie, ou alors, je pense que le temps passe, malheureusement. Je profite, hein, je rebondis justement parce on a parlé un peu du rôle de Team France Export. Alors, justement, Stanislas Léridon est là avec nous. Voilà, je répète, hein, président directeur général de Dotscreen, entreprise boulonnaise. Donc, Stanislas, tu connais bien un peu le Team France Export. En fait, tu connaissais avant avec Business France. Donc, parle-nous un peu de ton vécu déjà, de ce que tu as fait auparavant et aujourd'hui, ton ressenti par rapport à tout ce qui se passe. Ouais, bon, rebonjour à tous et merci Christophe et merci Elodie d'avoir pensé à moi. Enfin, j'espère plutôt à Dotscreen pour vous partager un peu ce qu'on a fait. Donc peut-être en un mot, qu'est-ce que fait Dotscreen sans être trop long? C'est une PME qui a 10 ans d'existence, qui a eu la chance d'être rentable dès son premier exercice et depuis ces 10 ans, et dont l'activité est en fait B2B2C. C'est-à-dire qu'en fait, nos clients, ce n'est pas le grand public, ce sont des grandes entreprises dans le domaine de la télévision et des télécoms, en France et à l'étranger, pour lesquels on va développer des applications grand public à base de vidéos sur tout type de terminaux. Donc, c'est évidemment les plus connus, les ordinateurs avec des sites web ou les téléphones mobiles, mais on fait surtout des applications sur des terminaux plus complexes, du type les consoles de jeux, les téléconnectés, les boîtiers Apple TV, ça va même jusqu'à des réfrigérateurs qui maintenant ont des écrans et sur lesquels, via ces applications, le grand public va pouvoir regarder des chaînes de télé en direct, du replay, consommer de la VOD.
Donc, nos clients, pour en nommer quelques-uns, en France, c'est TF1, France Télévisions, Arte, OCS, beIN Sport, voilà, donc la plupart des grands comptes. Et à l'étranger, puisqu'on fait plus de 80% de notre chiffre d'affaires en dehors de la France, bah, c'est des grands noms que vous connaissez aussi. C'est Disney, c'est HBO, c'est Telefonica, c'est Vodafone, c'est Mediaset, etc. Donc, nous, notre activité elle est vraiment très internationale et on a fait ce virage rapidement après le début de l'activité, 1 ou 2 ans après. Donc, tout ce que Christophe et Élodie ont déjà mentionné, moi, j'y adhère parfaitement. Je vais même enfoncer le clou pour moi. L'export, c'est comme le numérique, incontournable. C'est-à-dire que je ne vois pas aujourd'hui une société qui pourrait se dire qu'elle va se lancer ou elle va se développer sans avoir ces deux piliers qui sont une présence numérique, une activité numérique et de l'autre côté, une activité en dehors de la France. Je pense même, pour être franc, que si on n'avait pas été à l'export, aujourd'hui, on n'existerait pas. Parce qu'on n'a pas levé des fonds, on a développé la société sur fonds propres. Et il faut dire que le marché français, c'est un petit marché. On n'a pas la chance d'être comme les Américains, d'avoir, que Élodie connaît bien, un marché intérieur énorme. Donc, pour nous, il faut déjà se projeter au minimum en Europe et puis potentiellement ailleurs. Et je ne sais pas si certains d'entre nous ont des enfants, donc ils se disent, tiens, quels sont les types de formations qu'ils devraient essayer d'avoir pour demain avoir du succès dans leur domaine professionnel. Moi, personnellement, je m'attache à ce que mes enfants, le numérique, ça, c'est pas trop compliqué. Je pense que maintenant, de manière innée, ils sont plongés là-dedans, mais je pense que la maîtrise des langues, le fait de pouvoir, s'ils ont la chance de voyager, de s'intéresser à l'étranger, je pense que c'est clé pour que demain, ils n'aient pas à connaître soit du chômage ou qu'ils puissent se dire, tiens, je vais lancer mon activité. Alors, j'ai en réfléchissant un petit peu à ce que je pouvais vous dire, d'abord, j'insiste, moi, c'est juste un témoignage. Je n'ai pas de recette miracle, je n'ai pas de conseils à donner. En plus, j'ai créé l'entreprise avec mon associé Pascal Hippolyte Besson et je pense qu'on partage aussi le fait que on ne veut pas être donneur de leçons, il n'y a pas de recette miracle, chacun va faire son miel de ce qu'il entend. Mais moi, je pense que le premier témoignage, c'était aussi de ce que vous disiez, c'est finalement aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile que de faire de l'export. Je vais vous donner des exemples concrets. J'utilise beaucoup un réseau professionnel social comme LinkedIn. LinkedIn, c'est formidable. C'est-à-dire que vous avez accès à n'importe quel interlocuteur demain qui peut être d'intérêt pour vous pour vendre vos produits, vos services. Vous pouvez, moyennant un abonnement un peu premium, je crois de 25 $, vous pouvez lui envoyer un message et on s'aperçoit que les gens répondent assez facilement. On peut vraiment se construire un réseau alors qu'avant, il fallait faire le barrage, envoyer les courriers, des mails. Enfin, on n'était pas sûr. Là, vraiment, on a un accès direct à demain ses clients avec une base de données mondiale facilement accessible, à jour et très efficace. L'autre chose, est-ce que c'est dans l'idée qu'est-ce que finalement l'export aujourd'hui c'est cher, c'est compliqué? Moi, je pense que ça n'a jamais été aussi facile, à la fois par les aides et les dispositifs qui sont considérables. Moi, je pense qu'on est on se plaint souvent, mais je pense qu'on est un des rares pays les plus aidés dans ce domaine. Deuxièmement, aujourd'hui, il y a des étrangers, des jeunes étrangers professionnels qui sont à Paris, ce qui fait qu'on peut avoir une activité, même sans avoir aucune filiale à l'étranger, on peut vendre des produits, voire vendre des services, en ayant, nous, au sein de la société, on est 50 collaborateurs, il y a 9 nationalités présentes. Des Indiens, des Lettons, des Grecs, des Espagnols. Donc, on peut vraiment créer une activité mondiale sans avoir besoin de filiales à l'étranger, avec du personnel qui non seulement maîtrise la langue, mais les codes, et donc qui peut vraiment aider. Ça, c'est une... Juste, je vous interromps. Ouais, c'est une vraie question, ça, parce qu'on se pose souvent la question de la première fois, est-ce qu'il faut créer une filiale? Comment on crée un bureau? Alors souvent, c'est un peu le hasard, on tâtonne un peu. Enfin, moi, quand je vois les témoignages, notamment des startups qui en vendent un peu la prêche pour les produits un peu tech, les services à l'étranger, on dit ouais, ben bon, c'est du bouche à oreille. C'est l'un des collaborateurs qui se trouve un frère à Singapour. Il se dit ben, tiens, ben, c'est l'occasion d'y aller, d'aller tâter un peu le marché. Et au final, on voit que la mayonnaise elle prend parce que bon, finalement, tout est bien établi.
enfin, souvent, ça relève un peu de cet tâtonnement, finalement. C'est de là que démarre le succès. Est-ce que c'est un peu pareil, finalement, sans forcément penser à se dire on va créer une filiale est-ce que justement ça ne relève pas de presque d'une synchronisation des énergies de l'entreprise? Moi, je pense qu'il faut pas, il faut y aller de manière très pragmatique. Nous, on fait 80% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. On a 0 filiale à l'étranger. On peut tout gérer depuis la France. Ça va être des coûts supplémentaires, du juridique. Tant qu'on n'en a pas besoin, c'est-à-dire que si à un moment on ressentait le besoin, j'aurais aucun souci. J'ai créé dans mon activité professionnelle des filiales, y compris aux États-Unis. Mais là, il y a pas forcément besoin. Après, je pense qu'il faut être très, très, très ouvert sur l'export. C'est vrai que c'est un mélange, mais comme n'importe quel développement, je pense, d'une PME, je parle pour des PME, et encore une fois, je n'ai pas vocation à dire que c'est vrai pour toute activité ou tout type d'entreprise, mais c'est toujours un mélange d'opportunités qui vont se présenter, et puis de démarches un peu plus structurées. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur à un moment de se dire finalement on a démarré par tel pays parce qu'il y avait une opportunité sans avoir pensé au départ que ça serait le marché idoine. Euh, Là où par rapport à un peu ce que vous disiez, nous pour vous dire, on a démarré par l'Europe parce que c'est évidemment plus proche. Quand on a une activité de service, l'Europe, ça a l'avantage, c'est que si vous avez le moins de soucis, vous pouvez prendre l'avion le matin et être rentré le soir. Sur l'Asie, typiquement, vous voyez, sur l'Asie, nous, on n'est pas présent et on l'a dépriorisé. Parce que sur l'Asie, déjà, en général, quand vous arrivez sur place dans des salons, la première question que va vous poser votre interlocuteur, c'est est-ce que vous avez quelqu'un sur place? Parce qu'ils ont été aussi parfois échaudés sur le fait que quand il y avait un souci, il y a le décalage horaire, le fait que quand vous prenez l'avion, vous n'êtes pas immédiatement opérationnel. Et donc, c'est assez souvent sur certains marchés asiatiques un must-have. Maintenant, même chose sur l'Amérique latine, les États-Unis, bah, c'est vrai que c'est un peu plus loin, il y a du décalage horaire. Quand vous travaillez avec la côte ouest des États-Unis, bah, vous n'allez pas facilement pouvoir avoir des calls très tôt. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça s'organise facilement. Il faut faire des choix, je pense. Et tout en restant ouvert, c'est toujours un peu là en même temps. C'est-à-dire qu'on a fait des choix stratégiques, nous, de se dire on fait Europe, on fait Moyen-Orient, on a démarré par les États-Unis et maintenant l'Amérique latine. Mais si demain, il y a vraiment une opportunité en Asie, on la regardera évidemment. Après, je pense qu'il faut aussi être objectif avec soi-même. Il y a des marchés où on n'a pas réussi. Et pourtant, ça va être des marchés assez faciles, du type la Scandinavie. On a des clients, mais on n'a pas réussi à capitaliser. Le Moyen-Orient, là, on vient de signer un beau contrat avec une belle marque locale, mais on a eu du mal à capitaliser dessus. Parce que vous allez au CAPSAT de Dubaï avec l'aide de Team France Export, vous en repartez super enthousiaste en vous disant ça y est, c'est bien parti. Puis au bout de 6 mois, en fait, vous apercevez que le follow-up, bah, ça n'a pas donné, qu'il faut être quand même présent, que c'est des manières de faire du business un peu différent, où on va le faire autour d'un café, être toujours dans leur top of mind. Donc voilà, il faut aussi apprendre qu'on ne va pas réussir partout. Idée que vous disiez aussi, est-ce que l'export est cher? Aujourd'hui, l'export, j'allais dire, c'est presque gratuit. Vous avez le système d'assurance export qui va vous couvrir jusqu'à 65%. Alors, tout dépend. Si vous avez à construire une usine, là, ça va être des investissements importants. Oui, mais si vous êtes déjà un stade avancé, il faut déjà être rentable. J'imagine qu'on arrive Oui. peut-être pas à être rentable, mais déjà avoir une stabilité intéressante. Mais vous avez l'assurance export, vous avez les aides sur les salons, vous avez le VIE, vous voyagez le low cost, vous ne coûtez rien pour aller n'importe où. Vraiment, aujourd'hui, l'export, ce n'est pas ça qui est cher. Et puis, la question, je pense, ce n'est pas forcément s'il est cher, c'est est-ce que le retour sur investissement est intéressant? C'est toujours la question qu'on se pose. Ah oui. Est-ce que le risque est important? Est-ce que le retour sur investissement est important? Là, je peux vous dire, j'adhère à fond en disant, encore une fois, pour nous, c'était vivre ou mourir. On serait resté sur le marché français, au-delà de tout ce que disait Elodie aussi, hein, qui était, ça vous permet de tester votre marché par rapport à sa compétitivité. Et puis, dernière chose aussi, c'est que c'est vrai, quand vous allez à l'export, vous n'allez pas seul. Il y a aussi, et Elodie est un bon point de contact à son prédécesseur, Frédéric Agostino, c'était la même chose, c'est que
c'est vrai qu'ils viennent, ils vous connaissent. Enfin, Élodie nous connaît bien maintenant. Elle sait identifier les bonnes pistes pour nous. Elle ne va pas sans arrêt venir avec 35 trucs. Elle va cibler un petit peu ce dont on a besoin. Christophe, tu nous as aidé sur aussi même le recrutement. Je ne sais pas si tu te souviens Oui, oui, bien sûr. d'un Libanais qu'on cherchait à Boulogne-Billancourt et qui devait maîtriser 4 langues. Tu nous l'as trouvé. Voilà, ça, en plus, ça ne nous a rien coûté. Donc, c'était encore mieux. Donc, voilà, Comme quoi le service public. Hein. Ouais. Oui, mais le service public, en général. On crève sur le service public, mais il y a différents services publics. Hein, c'est important, c'est important. Quand on est entrepreneur, le service public, c'est les impôts, l'URSSAF, vous voyez, c'est plutôt ça. Donc, quand on a des interlocuteurs du service public qui sont plutôt là pour vous aider, ça, c'est appréciable. Mais quand je parle de relais et de partenaires, c'est aussi des grosses boîtes. Nous, on a des appels d'offres. On a des boîtes comme Viaccessorca, qui est une filiale d'Orange, ou Red Bee Media, qui est une filiale d'Ericsson, qui nous embarquent sur des appels d'offres sur lesquels on n'aurait pas forcément été sollicité. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à trouver des distributeurs, des partenaires locaux, des agents. On travaille avec des agents locaux et se dire, voilà, on peut y aller de manière très pragmatique et progressive en trouvant un relais local ou un relais international. Je pense aussi. Oui. Excuse-moi, tu parlais d'une aide, enfin des aides. Est-ce qu'il y a une aide pour aller à l'international qui t'a particulièrement intéressé? Je dis ça par rapport aux auditeurs, que tu as trouvé en tout cas toi vraiment très, très adapté. Alors même si tu es dans un secteur de niche, mais bon, les aides, on les a vues hein, tout à l'heure avec Élodie. Hein, quelle est l'aide qui pour toi t'a vraiment aidé? C'est toutes les aides vraiment par rapport à chaque besoin. Non, Par exemple, pour s'implanter ou enfin, des choses comme ça. C'est pas toutes les aides. Je pense que les aides sur les missions et sur l'assurance export est importante parce que dans l'assurance export, dont le dispositif pourrait être amélioré, hein, je pense qu'il y a des choses qui, même sur le nom, je pense quand on est entrepreneur, l'assurance, on ne connaît pas. Enfin, on prend des risques, on les prend de manière mesurée, mais on ne cherche pas une assurance. En revanche, l'avantage, c'est qu'il y a un versement, et maintenant, Élodie disait, de 70% de l'aide dès le départ. Donc, en termes de trésor, qui est toujours un élément clé pour les petites PME, le fait de se dire, voilà, je vais engager des dépenses, mais j'en ai déjà 70% qui sont versés tout de suite, c'est un gros atout pour se dire, voilà, je ne vais pas, mon cash, je ne vais pas malheureusement le détériorer. Au contraire, je vais même l'améliorer avec ce dispositif. Et puis, il y a les missions par les bureaux de Business France locaux, mais je pense que c'est le rôle d'Élodie aussi, ça on le voit aujourd'hui. On fait une mission ensemble sur la Colombie, c'est nous dire, tiens, par rapport à vos clients, par rapport à votre stratégie, par rapport à des expériences antérieures, voilà la bonne mission. Et donc, ça se passe bien. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Mais on parle d'aide. Moi, enfin, si j'avais à faire une proposition, je pense qu'on nous donne beaucoup d'aide et on ne nous demande pas grand-chose en retour. Donc, moi, je trouve que typiquement, les VIE, moi, j'ai eu la chance, bon, je suis le plus âgé sans doute de tout le monde ici, mais j'avais un service militaire à faire. J'ai eu la chance de le faire sous forme de VSNE à l'époque, c'était ça. Le VIE, ça a un peu pris la place, mais je trouve que toute PME qui bénéficie d'aide devrait avoir des demandes en contrepartie, de prendre un VIE, des contrats d'apprentissage, nous on en prend. Et je pense même que les grandes entreprises devraient avoir une certaine obligation d'accompagner des PME à s'exporter. Parce que c'est elles, comme le dit justement Élodie, qui sont très présentes à l'international, avec des bureaux, des filiales qui peuvent héberger des collaborateurs, qui peuvent ouvrir des portes, etc. Que je trouve qu'en France, par rapport à d'autres pays européens, on ne chasse pas suffisamment en meute. C'est vrai, c'est vrai. Ça manque un peu, effectivement, cette coopération grosse entreprise. C'est souvent quand on voit les délégations à grand fort de com, quand il y a par exemple le Premier ministre ou le ministre de l'économie qui va voir notre pays, effectivement, on voit beaucoup de grosses entreprises. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ça va changer, parce qu'on a vu des appareils, on voit avec Next 40, il y aura peut-être des entreprises Next 40 qui vont se joindre à ces entreprises-là, mais souvent, on voit que les gros, en fait. C'est Dassault, c'est la phare, c'est peut-être ces entreprises vraiment très grosses du CAC 40, alors que finalement, on sait qu'elles n'ont pas besoin forcément de. Alors certes, c'est des gros contrats, mais peut-être qu'on y gagnerait à intégrer aussi des entreprises de taille moyenne qui viennent aussi avec elles, qui pourraient être représentatives aussi.
Oui, faire des sortes d'incubateurs d'export, en fait. On fait des incubateurs juste pour initier des activités, mais on pourrait le faire autour de l'export parce qu'ils ont des contacts, ils ont une expérience qui est toujours utile. Ou même entre les PME. Enfin, moi, je pense qu'il y a un mentorat à faire. Donc, pour revenir un peu, c'est de se dire, je vais à l'export et d'essayer de trouver des bons relais, des bons partenaires, éventuellement des bons interlocuteurs pour partager. Pourquoi pas peut-être cibler des entreprises sur place locales françaises qui pourraient accepter d'aider, de rencontrer. Je pense qu'il faut pas aller à l'export seul parce que c'est compliqué aussi parfois de se dire, voilà, je débarque dans un pays, je ne parle pas forcément la langue, je n'ai pas les bons codes. C'est aussi c'est de se faire accompagner. Et puis que c'est un travail, c'est aussi un travail qui prend du temps. Ce n'est pas forcément peut-être un retour sur investissement immédiat. Nous, on a la chance d'être dans des activités où on se dit un nouveau marché qu'on aborde. Si au bout de 6 mois, 9 mois, on n'a pas signé un premier client, c'est que c'est un marché qui n'était pas fait pour nous. Mais c'est aussi une relation de confiance. Il faut aimer aussi un peu l'international. C'est vrai que c'est des cultures, c'est une relation de confiance qu'on bâtit. Le pire étant, pour moi, je pense, les Japonais. C'est-à-dire que les Japonais, il faut 4 ans, 5 ans d'échange, de montrer qu'on est toujours là. Parce que ça aussi, c'est important. C'est que l'export, quand je dis que c'est un travail dans la durée, je le vois sur les salons. Le fait que les mêmes interlocuteurs vous revoient année après année, qui voient que vous êtes toujours là, que vous n'avez pas disparu des radars, que vous progressez, que vous avez de nouvelles références clients. Tout ça aide pour qu'à un moment, ils disent, bon voilà, c'est une entreprise sérieuse et je vais pouvoir initier un premier projet. Les Américains, moi, ma plus grande fierté, c'est que avec les équipes, on a réussi à signer Disney aux États-Unis. Vous voyez, Disney aux États-Unis, qui est le leader mondial de l'entertainment, qui choisit une petite PME de Boulogne-Billancourt de 50 salariés pour lui développer des applications sur la Xbox et autres. C'est une vraie fierté. Alors, les Américains, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils vous balancent un contrat de 45 pages, vous n'avez même pas négocié une virgule, vous prenez des risques, c'est des risques mesurés. Mais s'ils voient qu'en face, ils ont des partenaires sérieux, des prestataires qui travaillent, qui sont compétents et qui sont réactifs et qui délivrent, ensuite, vous enquillez les projets avec eux. Il faut pas, les Américains ont plus cette facilité parfois à se dire je vais aller travailler avec une PME, donc parfois un pays, je suis incapable de situer sur la carte en Europe. Nous, on est plus frileux, c'est ce que disait Élodie aussi. On a parfois tendance à se dire oh là là, on est français, on parle en général l'anglais avec un accent et on hésite. Non, on a beaucoup d'atouts et surtout dans nos domaines où nous, on s'inscrit aussi dans une histoire, tout ce qui est techno autour de l'audiovisuel, où il y avait des grandes marques comme Technicolor, comme Thomson et autres, comme Sagemcom. Et donc, on se dit, voilà, il y a aussi, on profite un peu de cet historique d'export et il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Alors, merci beaucoup Stanislas pour ce témoignage. J'ai Mathieu Ozer qui vient de nous rejoindre d'Orix Data. Bonjour Mathieu. Désolé pour le retard. Bonjour. Bonjour, alors le temps passe très vite. Juste avant de nous livrer ta vision, toi, ton histoire, s'il y a des questions, alors j'ai pas eu de questions, hein, mais n'hésitez pas, on peut même vous donner la parole. Donc ça peut être par écrit ou voilà, je pourrais vous donner la parole éventuellement si vous voulez revenir sur un cas particulier. Donc n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez intervenir à tout moment, soit en levant la main sur le petit onglet, soit en posant une question par chat ou QNR. Mathieu, alors on parlait de l'international. Alors, on parlait de l'expérience de Stanislas Féridon et de Touchscreen à l'international. Donc, toi, tu es une jeune entreprise, on peut le dire comme ça, parce que c'est quand même des produits neufs, un produit neuf encore. Donc, il y a besoin de se roder sur le marché international, mais en fait, finalement, on se rend compte que tu es allé très vite. Alors, pourrais-tu nous raconter très brièvement ce que tu fais, Polytrace, qui est quand même le produit finalement, la marque d'Orix Data, et nous parler de ce que tu as fait toi dernièrement en 2020 via Team France Export pour aller à la conquête du marché international.
Donc, désolé encore une fois pour le retard. J'étais en réunion avec nos clients potentiels. Donc, du coup, grâce à vous, donc, du coup, on avait trouvé eux, en fait. Donc, Wild Tata, c'est une jeune entreprise, comme tu as dit. En fait, on est dans le marché depuis à peu près 3 ans. Donc, on est des experts de Big Data. Donc, on implémente une solution en fait IoT. Donc, du coup, c'est une solution IoT avec une petite intelligence. Ça veut dire, on aide aux entreprises plutôt industrielles ou dans le secteur énergie, en fait. On vient avec notre solution et on les aide pour déjà ajouter une petite couche intelligente en fait chez eux. Ça veut dire on les aide à avoir la maintenance prédictive. Pour les personnes qui ne connaissent pas la maintenance prédictive, ça veut dire euh, prédire les pannes en avance. Donc, du coup, avec notre solution, nos clients, ils sont capables d'avoir une visibilité en fait pour les machines dans leur réseau, en fait chez eux. Ils sont capables de faire la prédiction en fait en avance grâce à nos algos de machine learning. Et ils sont capables de visualiser ce qui se passe en fait en temps réel. Euh, et nos algos de machine learning, en fait, ils sont capables d'alerter en fait les clients et dire faites attention, les machines vont tomber en panne dans X jours avec tel pourcentage. Donc, du coup, il faut prendre d'action. C'est ça qu'on fait en fait. Et pendant l'année 2020, moi, j'ai contacté Madame Foster. Donc, du coup, c'est elle qui m'a aidé beaucoup, en fait, pour implanter déjà, en fait, on avait une idée de vendre ce produit en Middle East. Donc, du coup, c'est elle qui nous a aidé de contacter Business France, les amis de Business France. Et depuis quelques mois, en fait, on est dans le programme de French Fab Booster Middle East pour l'année 2021. Dans ce cadre-là, en fait, on a commencé à avoir des clients, des clients potentiels. Là, tout à l'heure, j'étais avec eux. Donc, du coup, ça avance très rapide et très efficace. Donc, du coup, pour le moment, j'ai pu voir 3 clients potentiels. Ce sont des gros comptes, j'avoue, et ils sont tous intéressés par nos produits. Donc, du coup, j'espère bien avancer avec eux d'ici fin d'année. Ils sont où ces clients? Aujourd'hui, c'est plutôt des Émirats. Donc, du coup, en général, c'est Dubaï, mais il y a des clients à Abu Dhabi aussi. D'accord. Donc, ça a été, on va dire, l'aboutissement de ce projet-là. Ça a été grâce à Team France Export, finalement, qui t'a mis le pied à l'étrier Tout pour à fait. pour y arriver aussi. En tant qu'une startup, j'avoue, c'est à peu près impossible d'avoir ce genre de client en fait en face de vous. Donc du coup, Team Export m'a aidé beaucoup pour ça. Donc du coup, en tant qu'une startup, c'était, à mon avis, c'était à peu près impossible d'avoir un CEO d'une grande entreprise d'Émirats, en fait. Grâce à eux, j'ai pu les voir directement, face à face, présenter ma solution et donc du coup attirer l'attention et pourquoi pas passer à la mode, à la vente directe. Et donc du coup, j'ai vu que depuis aujourd'hui, ils sont tous intéressés et j'ai déjà une chance à avancer beaucoup plus rapide qu'avancer tout seul. D'accord. Est-ce que tu as eu des difficultés particulières euh, pour Pas justement, du tout, pas du tout, parce que en fait, nos amis Team Export, ils sont très actifs et ils sont prêts à t'aider 100%.
bah, en fait, quelle que soit une question, ils sont joignables par téléphone, par mail, et j'ai jamais eu une petite difficulté en fait qui peut poser moins de soucis. Très bien. Alors moi, j'ai une question par rapport aux auditeurs. Puis, je vois ce qu'ils font hein, à peu près. Là, c'est vrai qu'on était sur des domaines assez quand même tech. C'est vrai que Stanislas, avec des boîtiers connectés dans le domaine de la télé, Oryx Data avec sa solution de maintenance prédictive avec de l'intelligence artificielle. Elodie, peut-être dire que tu ne fais pas que la tech, qu'il y a aussi d'autres personnes, et bien sûr, hein, parce qu'en fait, l'idée de Team France Export, c'est organiser par filière, Oui, et que tu fais la tech, l'industrie, mais aussi les plateformes de services. Donc, je dis ça parce que, en l'occurrence, il y a des personnes de l'événementiel, il y a des gens qui ont des plateformes de services. Et, donc, du coup, moi, je voulais te poser une question, c'est comment, est-ce que finalement, quand on se lance à l'export, et on voit très bien avec la solution de Mathieu Hauser, est-ce qu'il ne faut pas déjà avoir une stratégie en disant le produit que je vais lancer, il faut qu'il soit universel. Quand je dis universel, c'est l'exemple par exemple de Waze, qui est la start-up israélienne, et c'est propre aussi aux Israéliens, qui pense d'emblée mondial. Et on est vraiment dans ce phénomène-là. C'est act local, think global. C'est vraiment aujourd'hui avec la relocalisation. Ça n'empêche pas de relocaliser en fait en France les usines et le savoir-faire, mais de voir global. Et est-ce que justement aujourd'hui, il ne faut pas créer des produits en fait qui sont universels? C'est-à-dire que Waze, partout où on va, il y aura des embouteillages et il y aura des smartphones pour dire, regardez, une application, tiens, ben là, je peux communiquer avec d'autres personnes sans forcément de limite géographique ou culturelle. On voit que la solution de Mathieu Hauser, par exemple, typiquement, elle peut s'adapter à tous les pays, avec des protocoles standards, homologués. Il peut la vendre partout. Est-ce que, justement, l'idée, quand on lance un produit, il faut tout de suite penser à ça, en se disant, est-ce que ce produit est compatible à l'ensemble des pays sans me prendre la tête avec des réglementations quelconques? alors moi je dirais si c'est vrai que alors je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui, Oui, oui. pardon. Oui, je dirais que c'était effectivement, c'est tout à fait en lien avec ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que c'est intégrer une dimension internationale très tôt dans son entreprise pour pouvoir répondre et ne pas hésiter à adapter. Même, je dirais qu'il y a peut-être des très faibles adaptations à faire, je dirais principalement dans le domaine du numérique, hein, de tout ce qui est tech à l'international. Mais je pense que l'entreprise, maintenant, est très au fait qu'elle ne peut pas rester uniquement sur un marché français. C'est pas possible. On doit penser tout de suite international. Et le plus tôt, elle le fait, et le mieux, elle sera armée, équipée pour justement répondre tout de suite et saisir de nouvelles opportunités. C'est vraiment très important que l'entreprise ait cela en tête et ne se limite pas uniquement à son marché domestique. C'est vraiment très important. Donc, c'est évidemment, on revient sur les propos de Stanislas, donc on est bien d'accord. Dernière question, parce qu'on a dépassé légèrement. Quels sont finalement les défis? Alors, j'ai vu un peu ce que proposait le think tank, la fabrique de l'exportation, qui ont fait vraiment un manifeste pour dire bah, c'est maintenant qu'il faut y aller, les entreprises françaises. On a été peut-être trop longtemps un peu, pas apathique, mais cette frilosité culturelle, c'est vrai qu'elle était propre aussi à la France. Aujourd'hui, il faut accélérer. On a les lignes ont bougé. Il y a une redistribution des cartes au niveau international via les technologies qu'on a vu précédemment. Du coup, quel est le défi? Alors, on parle dans ce manifeste, on parle notamment de s'orienter un peu plus vers le haut de gamme, c'est-à-dire d'avoir conscience que le savoir-faire français aujourd'hui, il commence à être reconnu. Enfin, il était déjà reconnu, mais le Made in France aujourd'hui doit encore plus s'imposer à l'étranger et peut-être par, encore une fois, du haut de gamme
alors que peut-être beaucoup de capitaines d'industrie ont peut-être privilégié à un moment donné le middle, voire le low. Est-ce que c'est un défi qui peut être, à mon avis, envisagé ou pas? Alors moi, je vais répondre très, très rapidement et c'est vrai que j'ai une première réflexion, c'est-à-dire que la France ne peut pas se limiter juste à son marché habituel de produits de luxe et de mode et être défini par ça à l'international. Il y a effectivement des solutions françaises innovantes et qui sont state of the art tout de suite. Donc on a des solutions haut de gamme. On ne peut pas se limiter, on est forcément dans l'excellence. Et quand on va être confronté au marché export, on va devoir avoir des éléments différenciants pour pouvoir proposer son offre. Et ça, c'est vraiment, je dirais, à garder en tête également. C'est ma première, voilà ce que je pourrais dire déjà sur ce sujet-là. Ok, bon, ben, pas de questions. Je propose voilà, d'en finir. Merci. Alors, Mathieu, ça a été un peu court, mais on est Désolé. par le temps. En tous les cas, pour les auditeurs, vous aurez accès au replay, mes coordonnées ainsi que celles d'Elodie Foster, si besoin. Évidemment, pour évoquer voilà, les cas particuliers, il n'y a pas de souci, ça continue après le webinaire. Donc, vous pouvez poser vos questions et rentrer en contact avec nous sans problème. Je remercie Stanislas de s'être prêté au jeu. Voilà, merci beaucoup de ce retour. Mathieu Hauser, encore merci. Et Elodie Foster, merci beaucoup voilà, d'avoir participé à ce webinaire et d'expliquer un peu plus Team France Sport. Beaucoup de choses à dire, vous l'aurez compris, mais malheureusement, il faut se quitter. Merci encore à vous tous. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Allez, au revoir. Bonne journée.